Et de retour sur le plateau de votre émission Société. Merci à vous de nous rejoindre comme chaque jour. Quel bonheur de vous retrouver depuis le port de Jaffa. Nous sommes ensemble tous les jours en live. Société, un autre regard sur l'actualité, mais aussi et surtout sur votre quotidien. Messieurs, dames, voici le programme. À Tel Aviv ou Jérusalem, ils font partie intégrante du paysage. Les chats de rue se prélassent au soleil ou autour de votre immeuble, qui n'a pas un jour craqué pour l'un d'entre eux. Vous souhaitez en adopter un? Notre vétérinaire vous explique ce que cela implique. Journée de clôture de l'Open d'Australie. Novak Djokovic s'impose en finale messieurs, alors qu'hier, la finale dames a vu, à la surprise générale, l'américaine Serena Williams perdre sa première finale à Melbourne face à l'allemande Kerber. Aujourd'hui, le grand dossier nous fait découvrir un univers de femmes très engagées. Marsom Watch est une organisation pour la paix créée par 3 Israéliennes. Elle compte maintenant plus de 400 membres qui se rendent sur le terrain aux checkpoints tenus par l'armée israélienne pour vérifier les conditions dans lesquelles les Palestiniens sont traités. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder ensemble les principaux titres qui font l'actualité aujourd'hui. Avec un nouvel attentat en Israël, un Palestinien a ouvert le feu sur une patrouille militaire. Ce matin, bilan, 3 blessés, dont 2 dans un état grave. Hier, un autre attentat au couteau a fait un blessé dans la vieille ville de Jérusalem. Une atmosphère électrique à Genève à peine arrivée. Le Haut Comité des négociations, principal groupe d'opposition syrienne, a menacé de se retirer des discussions de paix organisées par l'ONU si le régime de Damas persistait à commettre ces crimes. Dans moins de 24 heures sera lancé le coup d'envoi des primaires de l'élection présidentielle américaine. La frénésie électorale a gagné l'État d'Iowa, premier État à se prononcer. Les outsiders d'un côté comme de l'autre pourraient marquer l'histoire américaine. Et les gens qui visitent Israël pour la première fois retiendront énormément de choses de leur voyage, la beauté des paysages notamment, mais se souviendront aussi du nombre important de chats des rues. Où que vous soyez dans le pays, vous verrez des chats errants pour peu qu'il y ait un petit peu de nourriture ou d'eau. Docteur Stéphane Bloer, bonjour, vous êtes vétérinaire. Vous allez tout nous dire sur ce phénomène qui nous interpelle, nous les Israéliens, qui interpelle aussi les touristes. Est-ce qu'on sait combien il y a de chats des rues ? Tout d'abord, bonjour Valérie. On pense qu'il y a environ 2 millions de chats des rues en Israël, ce qui est énorme comparé à la population israélienne, parce que nous sommes 8 millions d'habitants. Mais d'où viennent tous ces chats ? Une partie sont vraiment des chats sauvages, mais c'est une petite partie. La grosse majorité sont en fait des chats domestiques, des chats de compagnie qui ont été abandonnés par leurs propriétaires et qui se sont reproduits dans la nature. Parce que moi j'avais entendu que ces chats-là, ils avaient été mis, c'était un fait exprès pour éviter les rats et les souris. Est-ce que c'est vrai ? Non, il n'y a pas eu vraiment de désir dans ce sens. Ça n'a pas été fait pour ça. C'est juste une conséquence d'une reproduction anarchique de chats domestiques. Les portées des chats ? Alors les portées des chats, il y en a beaucoup parce que les chattes en Israël, elles se reproduisent beaucoup du fait qu'on a un hiver très court. Et en plus, elles ont des particularités physiologiques. Une chatte a une fertilité très élevée. Pourquoi ? Plus en Israël qu'ailleurs ? Pourquoi plus en Israël qu'ailleurs ? Parce que la durée des chaleurs est liée à la durée du jour. En Israël, nous avons toujours des jours à peu près toujours les mêmes, même en hiver. Et l'hiver est très court. Donc on a vraiment une reproduction permanente. Donc il y a combien de portées par an ? En gros, une chatte, elle va faire elle va faire une portée tous les 2 mois et demi, 3 mois. D'accord. Okay. Et au bout de combien de temps les chatons naissent ? On ne sait jamais. Alors, 2 mois. Alors, sachant qu'on va avoir une portée tous les 2 mois et demi, 3 mois, faites le compte. On va arriver à environ 12 chats par an. 12 chats par an. Ces chats sont matures sexuellement au bout de 6 mois. Donc, vous voyez que la reproduction peut être vraiment exponentielle. Et pourtant, la population est stable. Pour 2 raisons. Une, il y a la mortalité naturelle élevée. Ces chats ont une durée de vie d'environ 4-5 ans, ce qui est extrêmement court par rapport à un chat de compagnie qui est d'environ 15 ans. Pourquoi ils sont en moins bonne santé ou bien ils se font
écrasés? Alors, en fait, ils sont en moins bonne santé, c'est un fait. En plus, ils vont se transmettre des maladies contagieuses, ils vont se faire écraser, comme vous dites, ils vont se faire manger par des chiens, des choses comme ça. Et donc, leur durée de vie est beaucoup plus courte. Il y a un cadre législatif, Stéphane Blauer, pour justement ces chats ici? Oui, pour les protéger, parce qu'en Israël, il est interdit d'éliminer, de tuer les chats des rues. Par contre, il y a des vraies politiques des villes de façon à capturer ces chats, à les stériliser et à les relâcher sur leur territoire d'origine de façon à garder des populations stables. Il faut se méfier de ces chats, parce qu'ils ont l'air méchants quand même. Alors, ils ne sont pas très sympathiques quand on passe à côté d'eux. Ils ne sont pas très sympathiques parce que leur expérience avec l'être humain n'est pas toujours très bonne, il faut dire ce qui est. Alors, c'est vrai qu'ils peuvent être parasités. Moi, ce que je conseille, si le chat a l'air sympathique et que vous voulez le caresser, pourquoi pas, mais après, allez vous laver les mains. Et si, par malheur, vous êtes mordu ou griffé par un chat des rues, s'il vous plaît, lavez-vous les mains très sérieusement avec de l'eau, du savon et allez voir un médecin. Les cas de rage ne sont pas rares en Israël, 25 cas en 2015, dont un chat et 12 chiens. Et il y a aussi la maladie des griffes de chat, non? La maladie des griffes de chat aussi, ça peut arriver, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est la rage. C'est la rage. Alors s'il y a un petit chaton abandonné ou bien un chat adulte qui prend domicile chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, allez voir le vétérinaire, c'est le premier réflexe à faire, qu'il fasse le point sur sa santé, qu'il déparasite, qu'il le vaccine, qu'il le stérilise, qu'il vous donne les premiers conseils. Okay. Après, au niveau comportemental, ces chats, en fonction de l'âge auquel vous les adoptez, en fonction de ce qu'ils ont vécu, en fonction du territoire que vous allez leur offrir, c'est-à-dire un appartement fermé ou une possibilité de sortir avec un jardin, leur comportement va être complètement différent. Certains vont pouvoir vraiment s'adapter à leur nouvelle vie, d'autres pas du tout, et vont développer alors des vraies pathologies comportementales, des anxiétés, des hyperactivités, des dépressions. Ils peuvent être agressifs, ils peuvent se mettre à faire leurs besoins partout. Si c'est le cas, il faut aller vite consulter un vétérinaire. Vous, en tant que zoopsychiatre, est-ce que vous conseillez d'adopter un chat des rues? Un chat des rues adulte, non. Sincèrement, non. Si vous trouvez un petit chaton qui a l'air d'avoir, on va dire, 1 mois et demi, 2 mois... Pas trop tôt, parce qu'il faut qu'il soit sevré? Il faut qu'il soit sevré. Le sevrage est très tôt chez le chaton. C'est 1 mois. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux qu'il soit resté avec des adultes qui vont le réguler jusqu'à l'âge de 2 mois. Alors, c'est pas toujours facile de tomber exactement sur le bon âge. Vous pouvez essayer de l'adopter. Et puis, de toute façon, on est là. Si vous avez des problèmes après... on court chez le vétérinaire. On court chez le vétérinaire et puis on vous aidera. Merci beaucoup, Stéphane Bleuer. Allez, on va commencer avec du sport et vous, Samuel Calvo. Et on va évidemment parler de l'écrasante victoire du Serbe à l'Open d'Australie qui confirme sa place de numéro 1 mondial. Djokovic, en seulement 3-7. Donc c'est le Serbe qui a réussi à s'imposer sur son adversaire Andy Murray. Donc 6-1. On va regarder tout de suite les images de cette balle de match. Super, on a les images. Alors donc, regardez, c'était quand même expéditif, instant 3-7. Regardez ça, il était en forme, le Serbe, depuis le début du tournoi. Il est inarrêtable. En fait, Djoko, c'est un peu le PSG en Ligue 1. Il est un peu devant tout le monde, il faut le dire. Il est difficile à arrêter. Voilà, donc on regarde ensemble la balle de match. Magnifique. Et là, voilà, il est content. Ah, c'était le premier set, là. Donc ça s'est terminé en 3-7, 6-1, 7-5, 7-6. Premier set 6-1, donc l'Écossais a été quasi inexistant. Deuxième set 7-5, Murray reprend du poil de la bête, mais le réveil du Joker à la fin du set fait mal au Britannique. Et la balle de match donc pour terminer sur 7-6. Pourtant il s'était un petit peu agacé dans le dernier set. Djoko, mais il a quand même gagné. Donc c'est la 4e victoire d'affilée pour le Serbe dans un tournoi majeur, donc Wimbledon, US Open, Masters. Sous les yeux de son entraîneur Boris Becker d'ailleurs. Et Open d'Australie. 5e victoire pour le numéro 1 mondial à l'Open d'Australie, avec 11 titres du Grand Chelem. Novak Djokovic égale donc Björn Borg, la légende suédoise. Djoko, voilà, on peut le dire, c'est vraiment... Qui repart avec le beau trophée et d'ailleurs le premier grand chelem de l'année. Et puis chez les femmes, à la surprise générale, on en a d'ailleurs parlé ensemble, j'avais parié sur elle. C'est l'Allemande Angelique Kerber qui a remporté la finale de l'Open d'Australie. Une belle surprise face à la très grande Serena Williams. C'est grande, oui. La patronne du circuit féminin, Serena Williams, avec ses 277 semaines au sommet du classement mondial. Et pourtant, elle s'est fait dominer par l'Allemande, 6e mondiale au moment du match
Et donc elle était 6e au moment du match, elle va peut-être passer 2e maintenant en 3-7, 6-4, 3-6, 6-4 en 2 heures et 8 minutes de jeu. L'américaine perd donc l'occasion de rejoindre Steffi Graf et son palmarès de 22 victoires en majeur. Serena, un peu agacée quand même, on va l'écouter après son match. C'est intéressant parce qu'à chaque fois que je rentre dans cette pièce, j'ai l'impression que vous vous attendiez à ce que je revienne victorieuse. J'essaye vraiment de toutes mes forces d'être un robot, mais je ne le suis pas. En tout cas, je fais de mon mieux, j'essaye de gagner tous les points que je joue, mais ce n'est pas possible. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait le faire, mais pas moi en tout cas. Et grâce à la magie de la télévision, Samuel Calvo, on va partir de l'Australie et on va aller jusqu'aux États-Unis, dans le Colorado, à Aspen, où 2 Français ont gagné en ski. C'est vrai, ils ont gagné, donc c'est pour les Winter X Games. C'est le Français Kevin Rolland, skieur de la Plagne, qui remporte la médaille d'or. C'est vraiment le rendez-vous des sports d'hiver, extrêmes avec des figures impressionnantes dans le Super Pipe, donc c'est l'espèce de cuve qu'on voit. C'est la 4e victoire du Français dans cette compétition. Un autre Français, donc Ben Valentin, remporte lui la médaille de bronze. Entre les deux, c'est l'Américain Gus Kenworthy. Allez, bravo les Français. On reste aux États-Unis, mais cette fois-ci, on va en Alaska. Il fait très très froid là-bas. Très très froid. On regardait ces images stupéfiantes en plein tournage d'un film sur du ski et du snowboard de l'extrême qui s'appelle Paradise Weights. Donc c'est Angel Collinson qui a fait une chute de 305 mètres en ski. Vous voyez ça, c'est un pantin désarticulé, il n'y a rien à faire, c'est tellement vertical qu'elle peut rien faire, elle peut juste attendre. Et donc après cette chute dramatique, on va écouter donc les derniers instants. I'm okay. Allez, merci Samuel Calvo, merci à vous Stéphane Bloer, à la semaine prochaine, c'est l'heure de notre grand dossier. Les femmes sont-elles plus à même d'apporter des solutions pour la paix que les hommes? En Israël, en tout cas, plusieurs organisations de femmes réclament des accords politiques avec les Palestiniens. Nous recevrons sur notre plateau Marilyn Smadja, qui a jeûné l'été dernier avec d'autres militantes devant la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Alors, avant, je propose de découvrir Marson Watch. C'est une organisation pour la paix créée par 3 Israéliennes en 2001. Et aujourd'hui, cette organisation compte plus de 400 femmes qui se rendent régulièrement aux checkpoints tenus par l'armée israélienne pour vérifier les conditions dans lesquelles les Palestiniens sont traités. Fleur Citruc a suivi l'une de ces militantes, une grand-mère très engagée. Vous allez voir. 2 fois par mois, Daniela guide ce tour dans les territoires palestiniens. À bord du car, des journalistes, des touristes et des Israéliens, curieux d'en savoir plus sur ce qui se passe de l'autre côté de la ligne verte, cette ligne de démarcation datant de 67. Tout ça, c'est la Cisjordanie. Là-bas, derrière la barrière, ce sont des territoires palestiniens. Ici, nous sommes dans une enclave où se trouvent des implantations israéliennes. Les Palestiniens doivent parfois aller de leur village, situé de l'autre côté de la barrière, à leur terre qui se trouve ici. Pour cela, ils sont obligés de passer par des checkpoints agricoles. Alors bien sûr, ils ont besoin de permis, ils doivent aussi passer à heure fixe lorsque le checkpoint est ouvert. Of course they need permits. They need the gate to be open and so on and so forth. Marsom Watch dénombre une centaine de checkpoints à l'intérieur de la Cisjordanie, en plus des 8 points de contrôle situés sur la ligne verte. Tous les jours, ces militantes se rendent sur place et font des comptes rendus sur la manière dont les soldats traitent les Palestiniens. Je ne sais pas si les femmes peuvent faire plus pour la paix, mais je pense qu'on intimide moins les soldats que si nous étions des hommes. Je comprends que la vie pour les soldats ne soit pas simple, mais ce n'est pas de leur faute. C'est le gouvernement qui les envoie là. J'ai aussi des petits-enfants dans l'armée. Ça fait partie de nos vies ici, mais nous devrions vivre de notre côté de la ligne verte et pas en Cisjordanie. Les attaques se sont multipliées ces dernières semaines contre des Israéliens, notamment contre des soldats au checkpoint. Pour Daniela, l'action de Marsom Watch ne vise en aucun cas à mettre en danger ces soldats.
They are our grandchildren and our children. Les soldats sont nos enfants et nos petits-enfants et nous nous soucions d'eux bien plus que nous nous soucions des Palestiniens. Ce n'est pas la sécurité des Palestiniens qui nous préoccupe. Nous vérifions juste comment leur simplifier la vie et leur donner, disons, des droits basiques auxquels tout le monde a droit. Easier and how to sort of give them the human rights that they are entitled to. 80% de la barrière de sécurité est construite à l'intérieur de la Cisjordanie, englobant des blocs d'implantations israéliennes, mais aussi de nombreux villages palestiniens. Pour Marsom Watch, cette situation rend la vie impossible aux Palestiniens. Hussein est membre du conseil municipal de Nebi Elias. This village is surrounded by two fences, one from the south, which is Notre village est entouré de 2 barrières, une au sud qui nous sépare de l'implantation d'Alpha-Ménaché et une au nord qui nous sépare de celle de Soufine. Marsom Watch, ce sont pour moi des amis qui viennent nous voir régulièrement et avec qui nous partageons la même vision du futur et d'une solution au conflit israélo-palestinien. Car nous pensons vraiment que peu d'Israéliens savent ce qui se passe réellement sur le terrain. Il n'y a que les politiques qui veulent maintenir le fossé entre les 2 peuples. C'est la première fois que Robert met les pieds côté palestinien. Cet Australien a ses 3 enfants installés en Israël. Je pense que ces femmes font du bon boulot. Elles sont passionnées par ce qu'elles font. Mais le conflit est un problème terriblement complexe. C'est bien d'être informé, de voir le plus de choses possible quand vous êtes en Israël, de faire un tour comme celui-là par exemple, afin de se faire sa propre opinion. À Marsom Watch, toutes les femmes sont des bénévoles comme Danielle. Cette jeune grand-mère y consacre la majeure partie de son temps. Come on, guys. I'm a true Zionist. I come from a Zionist. Je suis une vraie sioniste. Mes parents appartenaient tous les deux à des mouvements sionistes en Allemagne. Ils ont fui le régime nazi en 1936. Mes grands-parents, eux, malheureusement, n'y ont pas réchappé. Mon père a été celui qui a écrit l'article « Démocratie » dans l'encyclopédie hébraïque et j'en suis très fière. Je fais ce que je fais en mémoire de mes parents et de mes grands-parents et pour l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants aussi. Mon vœu le plus cher, eh bien, c'est qu'ils puissent continuer à vivre dans ce pays que tout simplement j'aime. To continue living in this country that I basically love very much. Marilyn Smadja, bonjour, bienvenue. Vous avez cofondé il y a 1 an et demi Women Wage Peace, les femmes de la paix. C'est une association, une organisation dont on va parler ensemble dans un instant. Et Fleur Citruc, bonjour. Bonjour. Alors vous avez suivi ces femmes, Marsom Watch, une autre organisation dans les territoires palestiniens. Alors il faut préciser que le reportage a été tourné avant toutes ces attaques au couteau et toutes ces violences. Est-ce que ces femmes pensent toujours qu'il faut démanteler les checkpoints dans les territoires palestiniens, Fleur ? Oui, il faut rappeler que Marsom Watch a été créé en 2001, donc il y a déjà eu la seconde intifada et leur position n'a pas changé d'un iota. L'occupation des territoires palestiniens rend la vie impossible aux Palestiniens. Je les cite, les jeunes n'ont plus d'espoir ni d'avenir, ce qui pousse certains d'entre eux à des actes désespérés. Donc c'est la position de Marsom Watch et l'organisation, bien sûr, elle me dit déplorer la vie de chaque Israélien fauché par des terroristes. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce tour ? Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce tour, c'est le public, parce qu'il y a les journalistes et il y a également un public d'Israéliens qui viennent de droite comme de gauche. Il y avait même une personne très religieuse qui a prié, on le voit dans le reportage, à un arrêt de bus, il prie. Il y avait des habitants d'implantation. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont venus, en fait, à ce tour qui est quand même réputé pour être de gauche ? Eh bien, parce qu'ils m'ont dit, on veut savoir comment vivent les Palestiniens de l'autre côté de cette barrière de sécurité. Et c'est peut-être, en fait, pour moi, la plus grande réussite de Marsom Watch d'avoir fait se parler en fait des populations qui à cause de cette barrière et de cette séparation ne se parlent plus. Il y avait donc des gens avec des kippas et l'accueil a été vraiment chaleureux du côté palestinien. Marilyn Smadja, que pensez-vous de cette action de Marsom Watch ? Est-ce que vous ne pensez pas finalement que c'est mettre en danger les soldats israéliens ? Alors écoutez, nous sommes donc Women Wage Peace, nous sommes en contact avec la plupart des organisations de paix, évidemment plus des organisations de femmes. Il y a un soutien qui est possible, qui est réciproque dans les deux côtés, surtout
quand ça répond aussi à notre plateforme, parce que notre plateforme est beaucoup plus large. C'est la première fois en Israël qu'il y a un mouvement de femmes de droite, de centre et de gauche. Donc évidemment, la majorité des femmes, on est 15 000 femmes aujourd'hui. Au bout d'un an et demi, c'est énorme par rapport à Israël. Vos méthodes sont bien différentes. Par exemple, vous avez l'été dernier choisi de faire un sitting devant la résidence du Premier ministre israélien. Qu'est-ce que vous vouliez obtenir? Alors, on s'est adressé à notre Premier ministre comme on s'est adressé aux 120 membres du Parlement israélien. Du fait que, justement, on fait partie de tous les partis politiques et que nos opinions sont aussi, je parle d'opinions qui sont d'opinions modérées, il n'y a pas d'extrémisme ni d'un côté ni de l'autre. Nous nous adressons à notre Premier ministre pour un message qui est très clair et qui nous réunit toutes. 1, nous sommes contre le terrorisme. 2, nous pensons qu'Israël est suffisamment fort sur le plan militaire. Il faut qu'il soit aussi sur le plan politique et diplomatique. Et donc, nous réclamons un retour à la table des négociations jusqu'à qu'il y ait en fait des accords politiques. Mais aujourd'hui, il y a des attaques de Palestiniens contre les Israéliens qui se multiplient. D'ailleurs, souvent, ce sont des femmes qui sont visées. On se rappelle, il y a 2 semaines, cette mère de famille, Daphna Mayer. On pense plutôt sécurité en ce moment, Marilyn, plutôt qu'accord de paix. Alors, justement, c'est exactement ce que nous pensons aussi. Nous pensons que les accords politiques ne sont pas le privilège de la gauche et la sécurité n'est pas le privilège de la droite. C'est-à-dire qu'en fait, le privilège des femmes, c'est d'avoir sécurité et vie normale. Et vie normale, ça ne peut se faire que quand il y a des accords, en fait. Et donc, il y a des intérêts de tous les côtés. Il faut regarder les intérêts de tous les côtés. Il y a beaucoup de femmes en Israël qui sont engagées dans votre mouvement, mais si on regarde les victimes du terrorisme, il y a beaucoup de femmes qui étaient victimes aussi. Voilà, exactement. Au sein de notre mouvement, il y a énormément de femmes qui sont aussi de familles endeuillées. Déjà, au sein de notre mouvement, évidemment, notre première pensée, c'est par rapport aux familles endeuillées, puisque nous-mêmes, nous avons ce propre vécu personnel, une grande partie du mouvement. Mais quand vous parlez de négociation, vous voulez dire quoi? Rendre des territoires? Alors d'abord, non. Alors, on ne parle pas de quel accord possible. Il y a possibilité, comme notre Premier ministre le dit, de Netanyahou, qui se dit engagé encore à la solution des 2 États. Il y a une possibilité, comme Yair Lapid dit, d'une solution régionale. De toutes les manières, ce que je peux vous dire, c'est que quand on discute avec tous les généraux, de droite, de centre ou de gauche, ils sont pratiquement tous unanimes. Ils disent tous qu'il faudrait absolument une solution politique. Oui, mais vous savez, le retrait des Israéliens, on s'en rappelle, de la bande de Gaza, c'est devenu finalement le fief du Hamas. On peut comprendre que pour les Israéliens, c'est difficile d'imaginer de se retirer de la Cisjordanie. Alors écoutez, il y a des 2 côtés, il y a des volontés. On l'entend parler au niveau palestinien actuellement. Et justement, dans cette vague d'attentats terroristes, les femmes sont au premier rang. Vous l'avez dit, Daphna Meyer dans sa propre maison, à l'épicerie. Nous sommes touchés, c'est-à-dire il n'y a plus le front d'un côté et les civils de l'autre. Les civils font partie absolument de cette guerre. Et donc les besoins sont des besoins authentiques, réels. Et ils sont communs à tous. Et de l'autre côté, quand nous rencontrons les femmes palestiniennes, nous entendons exactement le même discours. Je ne parle pas des jeunes qui ont moins de 18 ans, mais je parle de femmes de 30 ans, 40 ans et 50 ans. Elles disent, nous avons vécu la guerre, nous voulons actuellement qu'il n'y a plus d'idéologie. Côté femmes, d'accord, mais avec toutes ces attaques au couteau, on n'a pas entendu Mahmoud Abbas condamner fermement ces vagues d'attentats qui touchent aussi bien les civils que les soldats. Ça ne donne pas vraiment envie de parler de paix. Écoutez, moi je me fie au rapport de l'armée et du Shin Bet, donc le renseignement israélien. Et eux le disent, et ils le disent d'ailleurs à notre gouvernement, ils ont publié des rapports qui peuvent être lus par tous les Israéliens. Ils disent Abbas, et d'ailleurs le directeur des renseignements palestiniens et aussi le numéro 2, Ericat de Mahmoud Abbas sont complètement contre le terrorisme. C'est-à-dire pour eux, la résistance doit se faire comme une résistance pacifique. Maintenant, le problème est combien ils peuvent se faire entendre au niveau de la rue israélienne. La rue israélienne, plus de 20 ans. C'est vrai, les femmes peut-être porteuses du flambeau de la paix, mais il n'y a pas eu qu'en Israël où c'était les femmes qui ont voulu aller vers la paix. Oui, là, on va prendre un peu de recul et partir sur un autre continent, en Argentine. On les appelle les mères de la place de Mai. Elles ont été les seules à défier la dictature de Videla sur cette place de Buenos Aires en défilant quotidiennement depuis 1977 pour réclamer leurs enfants disparus. En fait, ils avaient été enlevés, torturés et tués par des agents du gouvernement, ces enfants. Et plus de 30 000, selon ces femmes, ont disparu. Aujourd'hui, elles ne les ont pas retrouvés, mais heureusement, les criminels ont pu être jugés grâce à leurs actions. Merci beaucoup Fleur, merci Marilyn Smadja de nous avoir... 3 femmes sur le plateau 100% féminin. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous êtes au bon endroit. Surtout, ne changez pas de chaîne.